J'ai acheté une vieille maison aux enchères pour 100 $. Mais pendant que je rénovais, j'ai découvert une pièce secrète dans le mur. Derrière se trouvaient 3 millions de dollars en espèces et une enveloppe scellée. Quand je l'ai ouverte, j'ai vu un seul mot. Je m'appelle Rachel Mercé. J'ai 34 ans et, il y a 2 ans, je vivais dans un studio à Columbus, dans l'Ohio, dormant sur un matelas d'occasion acheté sur une annonce Facebook, mangeant du beurre de cacahuète directement dans le pot parce que c'était moins cher que de faire des sandwichs. J'avais passé 6 ans à bâtir une petite entreprise de design d'intérieur avec ma colocataire d'université, Dana Whitfield. Et quand Dana a discrètement dissous notre SARL et est partie avec notre liste de clients, nos relations avec les fournisseurs et notre réputation, elle ne m'a laissé qu'avec une clause de non-concurrence qu'elle avait fait rédiger par son avocat la semaine précédant sa trahison. Je n'avais pas l'argent pour me battre, alors je ne l'ai pas fait. Ma mère me répétait de revenir à Dayton. Ma sœur continuait de m'envoyer des offres d'emploi pour des postes d'assistante administrative. Je leur disais que j'allais bien. Je n'allais pas bien du tout. La vente aux enchères pour saisie fiscale était quelque chose sur quoi j'étais tombé par hasard sur YouTube à 2 heures du matin. Les municipalités vendent des propriétés lorsque les propriétaires cessent de payer leurs impôts. Certaines de ces propriétés valent la peine d'être achetées. La plupart, non. Mais le coût d'entrée pouvait être étonnamment bas si l'on était prêt à assumer quelque chose dont personne ne voulait, une maison avec des privilèges fiscaux, des problèmes structurels, des complications de titres de propriété, ou une histoire qui faisait fuir les autres enchérisseurs. La propriété du 414 du North Street à Mill-Haven, une petite ville à 40 minutes de Columbus, présentait toutes ces caractéristiques. Un bungalow de style Craftsman avec 3 chambres, construit en 1931, occupé pour la dernière fois en 2019 lorsque le propriétaire, un homme nommé Gerald Foss, était décédé sans testament et sans héritier que quiconque puisse localiser. Le comté l'avait sur les bras depuis 2 ans. La mise à prix minimale était de 100 $, et le matin de la vente aux enchères, j'étais la seule enchérisseuse. J'ai conduit là-bas pour la voir le jour même, dans l'après-midi. C'était en octobre, et les érables le long de du North Street arboraient des couleurs orange et rouge flamboyantes, ce qui était la seule belle chose que je pouvais dire de la situation. La maison elle-même était un désastre. La balustrade du porche avait complètement pourri. L'une des fenêtres avant était condamnée par un contreplaqué qui avait commencé à se déformer. Le jardin était un enchevêtrement de mauvaises herbes sèches et de sumacs sauvages qui avaient poussé à hauteur d'épaule contre les fondations, mais la structure était saine. Je pouvais le voir de la même manière que l'on voit du potentiel chez une personne qui a traversé des épreuves difficiles. La ligne de toit était droite. La cheminée était intacte. Les colonnes du porche étaient d'origine et solides. J'ai parcouru chaque pièce avec une lampe de poche et un carnet de notes. Et au moment de ressortir dans l'air froid d'octobre, j'avais déjà décidé que je la réparerais moi-même. J'avais fait assez de travaux de rénovation dans mon entreprise pour savoir ce que je faisais. J'y vivrais pendant les travaux. Je la vendrais une fois terminée. Les premières semaines furent exactement comme je m'y attendais. Épuisantes, sales et profondément ingrates. J'ai arraché le carrelage de la salle de bain et découvert un sous-plancher pourri. J'ai retiré les meubles de cuisine et trouvé une couche de papier peint sous la cloison sèche, et sous celle-ci, un lambris d'origine en parfait état. J'ai remplacé la rambarde du porche, vitré à nouveau 2 fenêtres et passé un week-end entier à nettoyer un siècle de débris dans le sous-sol. C'est au cours de la 3e semaine que j'ai remarqué pour la première fois que quelque chose clochait. Je travaillais sur le mur de la salle à manger, le long mur intérieur parallèle au couloir, quand je l'ai tapoté avec mes articulations comme je le fais toujours, à la recherche de zones creuses qui pourraient indiquer des dégâts des eaux ou un montant défectueux. Le côté gauche du mur sonnait normalement. Le côté droit aussi. Mais il y avait une section au milieu, d'environ 1,20 m de large, qui sonnait différemment. Pas tout à fait creux, plutôt comme s'il y avait quelque chose derrière, quelque chose d'isolé, quelque chose qui avait été délibérément tassé. Je me suis dit que c'était probablement juste une isolation supplémentaire ajoutée à un moment donné. Les vieilles maisons étaient pleines de bizarreries. Les gens faisaient des choses étranges dans les vieilles maisons. Je me suis répété cela pendant 3 jours de plus. Puis j'ai sorti mon détecteur de montant, je l'ai passé lentement sur cette section de mur et j'ai regardé les mesures grimper d'une manière qui ne correspondait pas à de l'isolation. Cela indiquait de la densité. Une densité solide et régulière, interrompue par une jointure d'environ 1,80 m de haut et 60 cm de large sur le côté gauche. Une fente en forme de porte.
Je suis retourné dans mon pick-up et je suis resté assise dans le froid pendant un long moment, à regarder la maison à travers le pare-brise. L'érable dans le jardin de devant avait déjà perdu la plupart de ses feuilles. Elles étaient collées, trempées, contre les marches du porche. Qui avait-il derrière ce mur? Une partie de moi ne voulait pas le savoir. C'est la réponse honnête. Parce qu'une partie de moi comprenait, de cette façon bien particulière dont votre instinct comprend les choses avant votre cerveau, que quoi qu'il y ait là derrière, cela allait changer les choses. Et j'avais déjà traversé tellement de changements. Mais je suis retourné à l'intérieur. J'ai pris mon pied de biche. J'ai repéré la fente et j'ai ouvert le mur. La pièce derrière était petite, d'environ 2,40 m sur 1,80 m. Elle sentait le cèdre et une odeur métallique, comme de vieilles pièces de monnaie. Il y avait une seule ampoule nue au plafond, connectée à un fil relié au système électrique de la maison, ce qui signifiait que quelqu'un avait fait ce câblage délibérément. Le sol était en béton, balayé proprement, et empilé contre le mur du fond, dans 12 sacs de sport noirs identiques, se trouvait plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. Je ne l'ai pas compté cette nuit-là. Je ne pouvais pas. Je me suis assise par terre dans cette petite pièce, le dos contre le montant de la porte, le cœur battant à un rythme malsain, et j'ai fixé les sacs. Ce n'est que lorsque je me suis enfin forcé à me lever, à respirer, à regarder à nouveau autour de moi que j'ai vu l'enveloppe. Elle se trouvait sur une petite étagère en bois fixée au mur de droite, à hauteur des yeux. Une enveloppe blanche unie, scellée à la cire, sans aucune inscription à l'extérieur. Mon nom n'y figurait pas. Il n'y avait aucun nom du tout. Mes mains tremblaient lorsque j'ai brisé le sceau. À l'intérieur se trouvait une simple carte. Sur cette carte, d'une écriture soignée et appliquée, était écrit un seul mot, fuis. Je n'ai pas fui. Je veux être clair là-dessus car dans les jours qui ont suivi, je me suis demandé 100 fois pourquoi je ne l'avais pas fait. La réponse à laquelle je revenais toujours était la même. Fuir exige de savoir ce que l'on fuit. Et je ne savais encore rien. Ce que j'avais, c'était une pièce pleine d'argent, un mot écrit sur une carte et une maison que j'avais légalement achetée pour $100. Fuir me donnait l'impression d'abandonner quelque chose que je n'avais même pas eu la chance de comprendre. Mais je n'ai pas dormi cette nuit-là non plus. J'ai refermé le mur du mieux que j'ai pu, en remettant la section découpée en place et en la calant avec un morceau de bois de charpente. Puis je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de café que je n'ai pas bu, et j'ai regardé la fenêtre s'éclaircir, passant du noir au gris, puis au blanc froid et terne d'une matinée de novembre. J'ai passé en revue tout ce que je savais sur Gérald Foss, c'est-à-dire presque rien. Il était décédé en 2019. Il avait vécu seul dans cette maison pendant au moins les 20 dernières années. Il n'avait aucun héritier que le comté ait pu retrouver. C'était l'inventaire complet des faits en ma possession sur l'homme dont j'habitais la maison. Ce que j'ai fait le lendemain matin, c'est me rendre à la bibliothèque publique de Milaven. Pas au tribunal de grande instance, pas dans un cabinet d'avocat, à la bibliothèque. Parce que je n'étais pas encore prête à officialiser quoi que ce soit. J'avais besoin de réfléchir avant d'agir, et réfléchir exigeait des informations. La bibliothécaire, une femme menue et méticuleuse nommée Madame Garvey, m'a aidé à consulter les archives des journaux locaux sans me poser une seule question indiscrète, ce que j'ai apprécié au-delà de ce que je saurais exprimer. J'ai passé 4 heures devant un lecteur de microfiches à remonter les 15 dernières années du Milaven Courrier. Gérald Foss apparaissait dans le journal exactement 2 fois, une fois en 2003, dans une brève mention d'un avis de la commission d'urbanisme du comté concernant une dérogation de zonage pour une propriété sur la route 9. Une propriété enregistrée sous une société écran appelée Foss Land Holdings mentionnée dans l'avis de zonage, et une fois en 2017, dans la nécrologie d'un homme nommé Douglas Crane, décrit comme un résident de longue date de Milaven et un ancien associé de Gérald Foss. Douglas Crane. J'ai noté ce nom. J'ai également noté le nom de l'avocat figurant sur l'avis de zonage, Martin Hay, du cabinet Hay & Associates, basé à Greyfield, le chef-lieu du comté. Je suis rentré chez moi dans le noir et je suis resté assise dans l'allée un moment avant d'entrer. La maison me paraissait différente à présent, pas menaçante à proprement parler, mais en attente, comme quelqu'un qui garde un secret et ne parvient pas tout à fait à le cacher. Le lendemain matin, j'ai compté l'argent. Cela m'a pris la majeure partie de la journée. Je l'ai fait avec soin et méthode, de la façon dont je suis méticuleuse et méthodique pour tout ce que je fais quand j'ai peur. Parce que la précision est ce qui se rapproche le plus du contrôle pour moi.
J'ai ouvert chaque fermeture éclair et j'ai empilé les billets sur la table de la cuisine par coupure, puis j'ai compté chaque pile 2 fois. Quand j'ai eu fini, le total s'élevait à 3 100 000 $. Je suis resté assise devant ce chiffre pendant un long moment. 3,1 millions de dollars dans une pièce cachée, dans une maison que j'avais achetée pour 100 $ à un homme décédé sans héritier, par le biais d'un comté qui n'avait aucune idée de ce qu'elle contenait. Légalement, la situation était floue d'une manière qui, je le comprenais, allait exiger une navigation extrêmement prudente. La maison était à moi. Ce qui se trouvait à l'intérieur était également, de manière discutable, à moi. Mais cet argument dépendait de la provenance de l'argent, de la façon dont il était arrivé là, et de l'existence d'une personne ayant un droit légal dessus encore en vie pour le réclamer. L'enveloppe disait « Fuis », ce qui signifiait que quelqu'un avait placé cet argent là délibérément, ce qui signifiait que quelqu'un avait su, à un moment donné, que quelqu'un d'autre pourrait le trouver, ce qui signifiait que cet argent avait une histoire. Et les histoires, d'après mon expérience, ont des personnes qui y sont rattachées. La question était, qui ? Je savais qu'il me fallait un avocat, mais pas celui nommé Martin Haye. Il avait un lien avec Foss, et je ne voulais m'approcher de personne ayant un lien antérieur avec cette maison avant de comprendre à quoi j'avais affaire. J'avais besoin de quelqu'un d'extérieur au comté, quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Je savais aussi que je devais faire attention à ce que je disais, à qui et pendant combien de temps. Parce qu'à l'instant où je le dirais à quelqu'un, un avocat, un ami, ma mère, n'importe qui, cela deviendrait réel d'une manière irréversible. Et je devais être prête pour cela. Alors je me suis donné 3 jours. 3 jours pour faire des recherches, réfléchir et élaborer un plan avant de faire la moindre démarche officielle. Le plan qui prit forme n'était pas compliqué. Il comprenait 3 parties. Premièrement, établir un dossier légal clair de la découverte, date, lieu, inventaire documenté de manière à me protéger et à créer une chronologie sans ambiguïté. Deuxièmement, faire des recherches sur l'origine de l'argent pour anticiper qui pourrait venir le chercher et pourquoi. Troisièmement, consulter un avocat spécialisé dans les biens trouvés et le droit successoral en dehors de ce comté avant de dire un mot à qui que ce soit d'officiel à Milaven. Ce que je n'avais pas prévu pendant ces 3 jours de planification tranquille, c'est que quelqu'un surveillait déjà la maison. Je ne le savais pas encore, mais j'allais l'apprendre. L'avocate que j'ai trouvée s'appelait Patricia Okafor. Elle exerçait dans un petit cabinet à Westerville, spécialisé dans les litiges successoraux, les complications de succession et ce que son site internet appelait le « droit des biens pour les situations non conventionnelles ». J'aimais cette formule. Ma situation était non conventionnelle d'une manière qui, je m'en doutais, mettrait du temps à être pleinement définie. Je l'ai appelé un jeudi matin depuis mon pick-up garé à 2 pâtés de maison de là, car j'avais commencé à éprouver un sentiment irrationnel, je me disais que les murs de la maison écoutaient. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de la vente aux enchères, du prix d'achat, de la pièce cachée, de l'argent et de l'enveloppe contenant un seul mot. J'ai parlé pendant 20 minutes sans m'arrêter. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence à l'autre bout du fil. « Êtes-vous en sécurité ?» a-t-elle demandé. Ce n'était pas la question à laquelle je m'attendais. « Je pense que oui », ai-je répondu. « D'accord », a-t-elle dit. « Ne déplacez pas l'argent. Ne le dites à personne d'autre. Venez me voir demain. » Patricia Okafor était une femme menue d'une 40aine d'années qui avait la réputation, je l'ai appris plus tard, d'être la personne à qui les autres avocats confiaient les affaires trop complexes ou trop sensibles pour qu'ils veuillent s'en charger eux-mêmes. Elle m'a écouté lui raconter l'histoire à nouveau dans son bureau, prenant des notes cette fois, puis elle s'est adossée à sa chaise et m'a regardé avec une expression que j'ai identifiée comme celle d'une personne effectuant un tri rapide en urgence. « Voici ce que vous devez comprendre », a-t-elle dit. Le statut juridique de cet argent est véritablement incertain. Parce que vous avez acheté la propriété lors d'une vente aux enchères publiques légitime, vous avez de solides arguments pour revendiquer la propriété de son contenu. Mais si cet argent a été obtenu illégalement, s'il provient d'un crime, cela complique considérablement les choses. L'État peut le réclamer. Les victimes de l'activité qui a généré cet argent le peuvent aussi. S'il s'agit simplement d'économies cachées légitimement, alors il est presque certainement à vous. Mais vous devrez être en mesure de le prouver, ou au moins de démontrer qu'aucune personne ayant un droit légitime ne peut être identifiée. Elle m'a conseillé de déposer immédiatement un rapport officiel auprès du bureau du shérif du comté pour documenter la découverte. Non pas parce que j'y étais légalement obligé dans cette situation précise,
mais parce que la création d'un enregistrement officiel daté de la découverte était ma meilleure protection. Si jamais quelqu'un prétend que vous avez trouvé cet argent et l'avait caché, vous devez disposer d'une piste écrite montrant que vous vous êtes adressé aux autorités dès que vous avez eu un plan. J'ai déposé le rapport l'après-midi même au bureau du shérif du comté de Milaven. Le policier qui a pris ma déposition était jeune et visiblement perplexe face à ce que je lui racontais. Il a passé un coup de téléphone, puis un autre. En l'espace d'une heure, je me suis retrouvé assise en face du shérif d'Alpuy, un homme corpulent d'une cinquantaine d'années doté d'une écoute posée que j'ai trouvée étrangement rassurante. Il a pris le rapport au sérieux. Il a envoyé un adjoint à la maison avec moi. Il a documenté la pièce, photographié les sacs et répertorié les numéros de série d'un échantillon de billets. Puis, il a dit quelque chose qui a glacé le sang dans mes veines. Vous savez ce qui est intéressant, a-t-il dit, debout dans la petite pièce qui sentait le cèdre, en regardant les sacs empilés. Nous avons eu un signalement concernant cette adresse en 2018. Quelqu'un, anonymement, a appelé pour dire qu'une grosse somme d'argent était stockée ici. Nous avons fait un contrôle, nous n'avons rien trouvé, et nous avons classé l'affaire. Il a marqué une pause. On dirait que nous sommes passés à côté de quelque chose. Quelqu'un avait appelé pour donner un signalement en 2018, un an avant la mort de Gérald Foss, ce qui signifiait que quelqu'un, pas Foss, pas un étranger, mais quelqu'un qui savait avait tenté de faire découvrir. Confisquer ou retirer cet argent de la possession de Foss, et que cela n'avait pas fonctionné. Qui ferait cela? Je suis rentré chez moi ce soir-là les fenêtres baissées, bien qu'il fasse froid, parce que j'avais besoin d'air frais sur le visage pour garder les idées claires. J'étais encore assise dans l'allée quand mon téléphone a vibré, m'annonçant un SMS d'un numéro inconnu, « Nous savons que tu l'as trouvé. Ne fais pas de bêtises. » J'en ai fait une capture d'écran, je l'ai transféré à Patricia et j'ai appelé le shérif. Le lendemain matin, Patricia m'a appelé pour me donner des nouvelles. Grâce à un contact au bureau d'enregistrement du comté, elle avait pu remonter l'historique complet de la propriété de la société Écran Foss Land Holdings mentionnée dans l'avis de zonage. La société avait été enregistrée en 2001 et comptait 2 associés, Gérald Foss et un homme nommé Raymond Crane, le fils de Douglas Crane, l'homme dont la notice nécrologique mentionnait Foss comme ancien associé. J'avais mon premier lien direct. J'avais ma première véritable preuve, et quelqu'un dehors savait que je l'avais. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Patricia a agi rapidement dès que nous avons eu le nom de Raymond Crane. Le lendemain matin, elle a déposé une demande d'injonction d'urgence pour que l'argent soit placé sous contrôle judiciaire en attendant la résolution du litige de propriété, et elle a simultanément signalé le SMS de menace au bureau du procureur du comté. Le procureur s'est montré très intéressé. Le SMS avait été envoyé depuis un téléphone prépayé jetable, ce qui en disait long sur la personne qui l'avait envoyé. Elle s'était préparée à cette éventualité ou à quelque chose d'analogue. Ce n'était pas la réaction d'une personne paniquée. C'était le fait de quelqu'un qui surveillait, attendait et disposait d'un protocole bien établi. J'ai passé ces jours-là soit au cabinet de Patricia, soit dans un motel à l'extérieur de Columbus où je logeais, et non à la maison. Patricia m'avait conseillé de quitter du North Street jusqu'à ce que nous sachions mieux à qui nous avions affaire, et j'avais accepté sans discuter. Je n'étais pas téméraire. J'avais peur, et j'étais méticuleuse. Raymond Crane avait 47 ans et était promoteur immobilier commercial à Greyfield. Les recherches de Patricia avaient révélé un jugement civil contre lui en 2015 à la suite d'un différend avec un entrepreneur réglé à l'amiable, ainsi qu'une série d'enregistrements et de dissolutions de sociétés écrans suggérant, pour les spécialistes du domaine, quelqu'un de très à l'aise avec les structures de détention de propriétés occultes. Il avait également un avocat nommé Martin Hay. Le même Martin Hay qui apparaissait dans l'avis de zonage de 2003 lié à Foss Land Holdings. Le même Martin Hay que j'avais instinctivement décidé de ne pas contacter au cours des premiers jours suivant ma découverte. Mes instincts s'étaient révélés exacts. Patricia m'a exposé la situation un après-midi autour d'un café dans la salle de conférence de son cabinet. Notre théorie de travail, et je veux être clair, ce n'est qu'une théorie, a-t-elle précisé, et que Foss et Crane géraient ensemble une affaire qui générait beaucoup d'argent liquide. Nous ne connaissons pas encore la nature de cette activité, mais le stockage de cash suggère quelque chose qui ne pouvait pas être facilement déposé en banque. À la mort de Crane père en 2017, Raymond, en tant qu'héritier, s'attendait probablement à hériter de la part de son père dans cet arrangement. Si Foss lui a fait obstruction, refusant de reconnaître l'accord ou de lui verser des fonds, Raymond s'est retrouvé bloqué.
On ne peut pas intenter un procès pour réclamer de l'argent dont on ne peut légalement expliquer la provenance. Il a donc passé ce coup de fil anonyme en 2018. Sans doute pour provoquer une saisie policière à la suite de laquelle il aurait pu tenter de faire valoir ses droits en tant que partie intéressée. Mais la perquisition n'a rien donné. Foss avait dû sceller la pièce. Ensuite, Foss est mort en 2019. La propriété s'est retrouvée dans un vide juridique et Raymond a attendu une occasion. Il attendait de l'acheter lui-même, selon moi. Et puis vous êtes arrivé à la vente aux enchères. J'ai réfléchi à cela un instant. Un homme qui attendait depuis des années l'occasion de mettre la main sur cet argent, regardant une étrangère arriver et s'emparer de la maison pour $100. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. J'ai répondu parce que Patricia m'avait dit de documenter chaque contact. La voix à l'autre bout du fil était calme et posée, celle d'un homme qui pesait ses mots. « Madame Mercé », a-t-il dit. « Mon nom est Raymond Crane. Je pense que nous devrions parler. » Je n'ai rien dit. « Cet argent appartenait à l'associé de mon père », a-t-il poursuivi. « Il existe un accord juridique, un accord privé qui donne droit à ma famille à la moitié de cette somme. Je ne réclame rien qui ne me revienne pas. Je vous demande simplement d'être raisonnable. Appelez mon avocate, ai-je dit, avant de raccrocher. J'ai transféré l'enregistrement à Patricia. J'enregistrais tous les appels depuis le premier SMS. Puis je me suis assise sur le bord du lit de mon motel et je me suis laissé trembler pendant exactement 5 minutes. C'était le pacte que j'avais passé avec moi-même, de 5 minutes de peur, puis on se remet au travail. Patricia m'a rappelé dans l'heure. Il va passer à la vitesse supérieure, m'a-t-elle dit. Il n'a aucun moyen de faire une réclamation légale devant un tribunal sans se compromettre, ce qui signifie qu'il va essayer d'autres méthodes. Soyez prête. Elle avait raison. 3 jours plus tard, je suis revenu à la maison pour récupérer d'autres outils et j'ai trouvé la porte arrière grande ouverte. Rien n'avait été volé. La pièce cachée avait été scellée à nouveau sur décision du tribunal, et il ne restait plus rien de valeur évidente à l'intérieur. Mais quelqu'un avait fouillé mes affaires, mes notes, mes fichiers, le dossier contenant mes documents d'achat. Ils cherchaient quelque chose dont ils avaient besoin pour contrer ma réclamation. J'ai appelé le shérif. J'ai appelé Patricia. J'ai tout photographié. Puis j'ai conduit jusqu'à un routier sur la route 9 et j'ai commandé le plus grand café qu'ils avaient, parce que j'avais besoin de réfléchir. De quoi Raymond Crane avait-il besoin pour risquer une effraction? Que pensait-il que j'avais? La réponse m'est venue lentement, comme les réponses viennent parfois quand on est fatigué, effrayé et assis sur la banquette d'un café à regarder l'autoroute. Il avait besoin de savoir si j'avais l'accord privé qu'il avait mentionné au téléphone s'il existait. Et si je l'avais trouvé quelque part dans la maison, cela pouvait être à double tranchant. Cela pouvait soutenir sa réclamation ou révéler la véritable nature de leur affaire. Je ne l'avais pas, mais je savais désormais qu'il fallait le chercher. J'ai pris 3 jours de repos après cela, comme je me l'étais promis quand les choses deviendraient difficiles. Je suis resté au motel. J'ai dormi. J'ai appelé ma sœur. Je ne lui ai rien dit de précis, je l'ai juste laissé me parler de choses ordinaires. J'ai regardé de vieux films sur mon ordinateur portable, j'ai mangé des pizzas livrées et j'ai laissé mon corps et mon esprit récupérer de l'adrénaline constante des semaines passées. Une fois les 3 jours écoulés, je me suis remise au travail. Le calme qui a suivi n'était pas rassurant, mais il s'est avéré utile. Raymond Crane ne donnait plus aucun signe de vie. Plus d'appels, plus de SMS de numéros inconnus, plus de traces d'intrusion à la maison. Patricia m'avait prévenu que ce genre de silence était souvent mais plus calculé que le bruit. Qu'un homme comme Crane, conseillé par un avocat comme Aille, préférerait reculer et évaluer la situation plutôt que de continuer à faire pression quand ses premières démarches n'avaient rien donné. Ils observaient. Ils calculaient. J'ai mis ce temps à profit. Je suis retourné à la maison un lundi matin avec un regard neuf et un nouvel objectif. Je ne faisais plus seulement des rénovations. Je cherchais méthodiquement, pièce par pièce, dans tous les endroits où un document aurait pu être caché par un homme assez méticuleux pour dissimuler 3 millions de dollars dans un mur. J'ai soulevé les grilles d'aération au sol. J'ai vérifié derrière les plaques électriques. J'ai regardé sous le revêtement des tiroirs des placards intégrés de la cuisine. J'ai passé une matinée entière dans le sous-sol, qui avait un sol en béton,
un plafond bas et cette odeur de froid caractéristique des vieilles bâtisses. Je l'ai trouvé un mercredi après-midi. C'était dans le grenier, plié à l'intérieur de la pochette d'un vieux disque vinyle, Kadebaker signe, qui avait été rangé dans un carton avec une douzaine d'autres albums contre le mur nord. Le document faisait 4 pages manuscrites, daté de 2001, et signé au bas par Gerald Foss and Douglas Crane. C'était un contrat d'association, et il était très précis. Les deux hommes géraient ce qu'ils appelaient un « service de facilitation de trésorerie », une expression qui, dans ce contexte, décrivait clairement une opération de blanchiment d'argent. Des entreprises de la région les payaient pour absorber des liquidités générées par des transactions non déclarées et les réintroduire dans l'économie légale par le biais d'un roulement de sociétés écrans, dont Foss Land Holdings faisait partie. L'accord prévoyait la répartition suivante, 60% pour Foss, 40% pour Crane, et comprenait une clause stipulant qu'en cas de décès de l'une des parties, l'association serait dissoute et les actifs reviendraient à la partie survivante, et non aux héritiers. Cette clause était l'élément capital. Raymond Crane n'avait aucun droit légal en vertu de cet accord. La part de son père était revenue à Foss à la mort de Douglas Crane en 2017. Et avec la mort de Foss en 2019, l'accord n'avait plus de partie survivante. L'argent, quel que soit son statut juridique, était lié à la maison. Je suis resté longtemps assise sur le plancher du grenier après l'avoir lu. Les grains de poussière flottaient lentement dans la lumière traversant la lucarne. Dehors, une voiture est passée sur Dunor Street. Étais-je soulagé? Oui. Avais-je conscience de tenir entre mes mains un document décrivant méticuleusement, de manière manuscrite, une conspiration criminelle s'étalant sur plusieurs années? Oui, également. J'ai pris en photo chaque page. J'ai appelé Patricia. Elle est restée silencieuse un moment après que je lui ai raconté ma découverte. Puis elle a dit, « Rachel, c'est capital. Cela change considérablement la donne juridique, mais cela signifie aussi que le bureau du procureur va s'intéresser de très près à ce document, et leur réaction influera sur votre demande de propriété de l'argent. » Je l'avais compris. J'y avais pensé tout l'après-midi. Il y a une option possible, a dit Patricia avec prudence, dans laquelle vous coopérez pleinement à l'enquête du procureur sur l'opération de blanchiment d'argent et, en échange, votre réclamation sur les fonds en tant qu'acheteur de bonne foi de la propriété est examinée avec bienveillance. Ce n'est pas garanti, mais c'est une piste réelle. Quant à Raymond Crane, si ce document est bien ce que vous dites, il a tenté de récupérer de l'argent sur lequel il n'a aucun droit légitime, issu d'une entreprise criminelle à laquelle son père a participé. Le procureur va vouloir lui parler à lui aussi. J'ai senti un soulagement m'envahir. Ce n'était pas du triomphe, il était trop tôt et l'issue restait trop incertaine, mais ce calme intérieur bien particulier qui s'installe quand on cesse de subir une situation pour commencer à la maîtriser. 2 jours plus tard, j'ai rencontré Claire Dunard, la procureure adjointe du comté. Elle était sérieuse, efficace et m'a posé d'excellentes questions. Je lui ai remis le contrat d'association, les photographies, l'enregistrement de l'appel de Raymond Crane, les preuves de l'effraction et le SMS de menace. Elle m'a remercié et m'a dit qu'elle me tiendrait au courant. En sortant du bâtiment officiel sous le faible soleil de novembre, j'ai appelé mon amie d'université, Margot, l'une des rares personnes à qui j'avais dit une partie de la vérité au cours des semaines précédentes. Elle me demandait des nouvelles avec cette discrétion propre à ceux qui sentent que la situation est grave mais ne veulent pas se montrer indiscrets. J'ai besoin de dîner avec un être humain qui me connaît vraiment, ai-je dit. Quand, a-t-elle demandé. Ce soir. Elle a fait le trajet depuis Columbus, et nous sommes restés assises dans un box de restaurant pendant 3 heures, à parler de tout. Non pas parce que j'avais besoin de conseils, j'avais Patricia pour ça, mais parce que j'avais besoin que quelqu'un qui m'appréciait pour ce que j'étais, et non comme cliente, sache que je tenais bon. Tu es la personne la plus redoutablement compétente que je connaisse, a-t-elle déclaré. Je ne suis pas redoutablement compétente, ai-je répondu. Je suis juste très têtue. Elle a ri. C'était la première fois que je riais depuis des semaines. J'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Ils sont venus à la maison un samedi matin. J'y étais. J'y avais réemménagé 2 semaines plus tôt, une fois que Patricia m'eut confirmé que l'injonction du tribunal tenait bon et que l'argent avait été officiellement placé sous séquestre judiciaire. Les travaux de rénovation continuaient. La vie quotidienne reprenait son cours normal à côté de ces événements extraordinaires. Je continuais à poser le carrelage de la salle de bain, à poncer le parquet de la salle à manger,
à choisir les poignées de placard et les luminaires. Le travail était la seule chose qui me permettait de structurer mes pensées. On a frappé à la porte à 9h30. À travers la fenêtre de devant, j'ai vu 2 personnes sur le porche. Un homme que j'ai reconnu sur la photo que Patricia m'avait montrée, Raymond Crane, grand, élégant, avec le calme appliqué de quelqu'un qui s'était entraîné pour ce moment, et une femme d'une 60aine d'années que je ne connaissais pas. À la posture rigide et à l'expression de préoccupation feinte. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. Madame Mercé, a dit Raymond, je m'excuse de venir à l'improviste. Voici ma tante, Gloria Crane. Elle était très proche de mon père. Il a marqué un temps d'arrêt. Nous voulions venir en personne pour clarifier les choses. Nous pensons qu'il y a eu un malentendu. La femme, Gloria, m'a lancé un regard de tristesse étudiée. Mon frère aurait le cœur brisé de savoir que la situation est devenue si conflictuelle, a-t-elle déclaré. Il parlait toujours en termes élogieux de Gérald. Ils ont été associés pendant des années, des amis. Je n'ai rien dit. J'avais appris que le silence dans ce genre de conversation avait bien plus d'impact que n'importe quelle réponse. La vérité, a poursuivi Raymond d'un ton qui se voulait raisonnable, c'est que mon père s'est beaucoup investi dans cette association, des années de travail. L'argent dans cette maison est en grande partie le fruit de ses efforts. Légalement, je comprends que la situation soit complexe. Mais moralement, il a écarté les mains dans un geste d'ouverture, vous comprenez sûrement que la bonne chose à faire serait de trouver un accord. Nous ne demandons pas la totalité, a ajouté Gloria en faisant un pas en avant comme si elle faisait une grande concession. Un tiers. C'est tout ce que nous demandons. Un arrangement amiable et discret. Plus de procédures judiciaires. Plus de stress pour personne. Vous gardez la maison, vous gardez la majeure partie de la somme, et nous pouvons tous tourner la page. Je les ai regardés fixement tous les deux pendant un long moment. Savez-vous ce que je trouve moralement intéressant, ai-je dit. Ma voix était plus assurée que je ne l'espérais. C'est que vous vous teniez sur mon porche pour faire cette offre la semaine même où votre avocat a déposé une requête pour écarter de la procédure notre contrat d'association en invoquant le secret professionnel. Le calme étudié de Raymond a vacillé une fraction de seconde. Ce sont des affaires distinctes, a-t-il dit. Absolument pas, ai-je rétorqué. Si vous croyez sincèrement avoir un droit moral, vous le feriez valoir devant le tribunal. Vous êtes ici parce qu'on vous a prévenu que vous ne pouviez pas le faire au tribunal. Et je ne suis pas intéressé par des arrangements privés destinés à obtenir ce que votre stratégie juridique ne peut pas atteindre. La tristesse de Gloria s'est transformée en quelque chose de plus acerbe. Vous faites une erreur, a-t-elle dit. Raymond a des amis dans ce comté, des gens qui connaissent notre famille depuis des décennies. Vous êtes une étrangère ici, et les étrangers qui se font des ennemis parmi les mauvaises personnes. Gloria, l'a coupé rapidement Raymond. Elle s'est tue, mais le masque était tombé et nous le savions tous. Je pense que vous devriez partir, ai-je dit. Raymond m'a regardé un moment avec une expression que j'ai reconnue, pas tout à fait de la colère, mais quelque chose de sous-jacent, de plus froid. Puis il a hoché la tête une fois, ils sont descendus du porche, sont montés dans une berline grise et sont partis. J'ai refermé la porte et je suis resté debout dans le couloir pendant 1 minute. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. Je m'attendais à ce qu'ils viennent. Je m'attendais même à cette approche, l'attente, l'appel à la morale, la demande prétendument modeste. Ce que je n'avais pas tout à fait prévu, c'était à quel point cela paraîtrait évident, à quel point je verrais clairement les rouages derrière leur mise en scène. La peur était toujours là. Les mots de Gloria, les étrangers qui se font des ennemis parmi les mauvaises personnes, avaient résonné avec toute la gravité voulue. Raymond Crane avait des relations amies la veine. Pas moi. Mais la peur, comme je l'avais appris ces derniers mois, n'était pas le contraire de la détermination. C'était plutôt un carburant, si l'on savait s'en servir. Je la ressentais maintenant comme une sorte d'énergie clarificatrice. J'ai appelé Patricia. Je lui ai rapporté tout ce qu'ils avaient dit, en particulier la dernière phrase de Gloria. Parfait, a dit Patricia d'un ton dont la satisfaction m'a surprise. C'est une excellente chose pour nous. Cela ne me paraissait pas excellent. Ça le sera. Une menace implicite sur le pas de votre porte, ajoutée à tout ce que nous avons déjà documenté, et exactement le genre de comportement qui prouve au procureur que cette famille n'a pas une réclamation légitime qu'elle n'aurait pu faire valoir par les voies officielles.
C'est une famille qui exerce des pressions sur la personne qui fait obstacle à ce qu'elle veut. Je me suis versé une tasse de café et je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine, regardant le jardin. Le sumac était désormais dépouillé, des branches noires se détachant sur le ciel gris. J'en avais de gâcher la majeure partie autour des fondations. La maison commençait à ressembler à quelque chose. Encore combien de temps, ai-je demandé. Des semaines, pas des mois, a répondu Patricia. Nous y sommes presque. L'audience a été fixée à un jeudi, à la mi-décembre. À ce moment-là, l'enquête du procureur était ouverte depuis 6 semaines, et l'on avait laissé entendre à Patricia, dans ce langage feutré que les juristes emploient pour en dire beaucoup sans trop s'engager, que l'enquête avait été fructueuse. Ce que cela signifiait concrètement, j'allais le découvrir par étapes. Ce que je savais avant d'y aller, c'est que la procureure adjointe, Claire Dunard, avait déposé une plainte pénale officielle contre Raymond Crane pour harcèlement et intimidation de témoins sur la base du SMS, de l'appel téléphonique et des déclarations de Gloria Crane sur mon Porsche. La requête de Martin Haye visant à écarter le contrat d'association avait été rejetée, et un expert comptable judiciaire mandaté par le parquet avait passé 4 semaines à retracer les numéros de série d'un échantillon de billets de la pièce cachée, en les croisant avec les relevés bancaires obtenus sur commission rogatoire. Certains billets provenaient de transactions commerciales légitimes. D'autres provenaient de sources que le rapport de l'expert qualifiait, dans un jargon administratif très sobre, de transactions s'apparentant à des dépôts structurés d'argent liquide liés à des entreprises illégales connues. En d'autres termes, une partie de cet argent était propre, mais une autre était de toute évidence d'origine douteuse. Je me suis assise dans la salle d'audience dans un blazer gris anthracite acheté d'occasion et soigneusement repassé la veille, et j'étais sereine. Pas cette fausse sérénité de façade que l'on affiche pour donner le change, mais ce calme réel et profond qui vient du sentiment d'avoir fait tout son possible et d'être prête pour la suite. Raymond Crane était assis de l'autre côté de la pièce avec Martin Haye. Et était vêtu de manière impeccable. Il arborait l'expression d'un homme injustement accusé d'une peccadille et attendant patiemment que le malentendu soit dissipé. J'avais déjà vu cette expression chez des personnes d'influence. C'était une sorte de carapace. Cette audience n'était pas destinée à trancher définitivement la question de la propriété de l'argent, cela ferait l'objet d'une procédure ultérieure, mais c'était le moment où les accusations pénales seraient examinées, où la recevabilité du contrat d'association serait formellement confirmée. Et où la tournure générale des événements se dessinerait. Claire Dunard s'est montrée méthodique et précise. Elle a détaillé pour le juge la chronologie des faits, la vente aux enchères, la découverte, la déclaration officielle, le SMS, l'appel téléphonique, l'effraction, la découverte du contrat d'association, puis la visite de Raymond et Gloria Crane. Elle a ensuite présenté les conclusions de l'expert comptable judiciaire. Enfin, elle a apporté un élément dont j'ignorais la venue, le témoignage d'un homme nommé Frank Sobey, 71 ans, restaurateur à la retraite originaire de Greyfield. Bénéficiant d'un accord d'immunité partielle, il avait accepté de détailler sa participation au service de facilitation de trésorerie, géré par Gérald Foss et Douglas Crane entre 2001 et 2016. Frank Sobey a décrit les versements, le fonctionnement du réseau et les personnes physiques qui géraient son dossier. Il a désigné Douglas Crane comme son contact principal. Il a nommé Martin Haye comme l'avocat ayant rédigé les statuts des sociétés écrans. Martin Haye, assis à la table de la défense, est resté pétrifié. Raymond Crane s'est tourné vers lui pour lui dire quelques mots à voix basse. Haye a secoué la tête de façon presque invisible. Dunard a repris, « Votre honneur, l'État tient également à signaler qu'un second témoin, sous le régime d'un autre accord d'immunité, a apporté un témoignage concordant ainsi que des documents indiquant que Raymond Crane connaissait la nature du réseau de facilitation de trésorerie de son père au plus tard en 2014, et qu'il a perçu un versement direct de cette structure en 2015 pour un montant de $80 000. L'impassibilité de Raymond Crane n'a pas cédé, mais quelque chose s'est brisé en lui. J'ai vu ce changement s'opérer, sa raideur, jusqu'alors maîtrisée, s'est transformée en sidération. Haye a posé la main sur l'avant-bras de Raymond. Le juge a demandé à la défense s'il souhaitait répondre. Haye s'est levé et a dit d'une voix qu'il s'efforçait de garder professionnelle et posée, « Votre honneur, mon client dément catégoriquement. » Maître Haye, l'a coupé le juge, « Je vous arrête tout de suite. » Au vu des témoignages entendus ce matin, j'ordonne que le comité d'éthique de l'ordre des avocats soit saisi pour suspicion de conflit d'intérêts, découlant du rôle joué par votre cabinet dans la création des structures mentionnées dans le contrat d'association. Alors que vous représentez actuellement M. Raymond Crane dans des dossiers liés à ces mêmes entités.
Est-ce bien clair? Aya a répondu, oui, votre honneur. Puis il s'est rassis. J'ai regardé Raymond Crane. Il fixait le vide devant lui, la mâchoire contractée. Sa carapace tenait toujours, mais elle était sérieusement fissurée, et nous pouvions tous deviner ce qui se cachait en dessous. Les mois qui ont suivi l'audience ont passé au rythme propre à la justice, c'est-à-dire lentement, mais de façon inexorable. Martin s'est retiré de la défense de Raymond Crane la semaine suivante, invoquant un conflit d'intérêts. 2 semaines plus tard, l'ordre des avocats ouvrait une enquête officielle sur le cabinet Allende Associates. Raymond a engagé un nouvel avocat, un pénaliste de Cincinnati qui a pris une posture très offensive mais qui, selon Patricia, a presque immédiatement cherché à savoir si un accord était possible. Il n'y en a pas eu. Les poursuites pénales contre Raymond Crane ont suivi leur cours sur 2 chefs d'accusation, intimidation de témoins et recel criminel de fonds issus d'une entreprise illégale, les 80 000 $ perçus en 2015. Le témoignage de Frank Sobey a été maintenu. Celui du second témoin sous immunité, dont l'identité ne m'a pas été communiquée, a également tenu. Le nouvel avocat de Raymond a plaidé que son client ignorait tout des affaires de son père. Cependant, les preuves matérielles du versement, associées au témoignage de Sobey profitant qu'il avait personnellement rencontré Raymond lors de 2 réunions de travail, rendaient cette ligne de défense intenable. En mars, Raymond Crane a plaidé coupable de recel criminel de fonds issus d'une entreprise illégale. Il a été condamné à une amende de 200 000 $ et à 18 mois de liberté surveillée. Il n'est pas allé en prison. J'ai eu du mal à accepter cette sentence au début, estimant qu'elle n'était pas à la hauteur de ce qu'il m'avait fait subir. Mais Patricia m'a rappelé que la liberté surveillée pour un promoteur immobilier commercial n'était pas sans conséquences. Cela figurait dans son casier judiciaire. Cela ruinait sa réputation professionnelle et détruisait l'image si soigneusement polie qu'il s'était construite et qui constituait son meilleur atout. La procédure civile concernant l'argent s'est conclue en mai. La décision était complexe et nécessitait une lecture attentive, mais Patricia me l'a expliqué avec la patience dont elle avait fait preuve tout au long de cette épreuve. La part de l'argent dont la provenance illégale avait été démontrée, soit environ 900 000 $, a fait l'objet d'une confiscation civile et a été transférée à l'État. Les 2,22 millions de $ restants, pour lesquels l'expert comptable n'avait pu prouver d'origine criminelle, ont été attribués à mon profit en tant qu'acheteur légitime de la propriété et de son contenu, aucun autre demandeur n'étant reconnu fondé à les réclamer. 2,2 millions de $. J'ai dû lire la décision à 3 reprises avant d'y croire. J'ai appelé Patricia depuis le parking de son cabinet et je lui ai bafouillé des propos incohérents au téléphone, ce qui l'a fait rire. « Vous l'avez mérité », a-t-elle dit. Absolument mérité. Je suis resté un moment dans ma voiture avant de démarrer. C'était en mai, et l'arbre sur le parking du cabinet de Patricia était couvert de feuilles, de ce vert éclatant du début de l'été. J'observais la lumière qui filtrait à travers les branches en repensant aux 7 derniers mois, la chambre de motel, le routier de la route 9, le grenier poussiéreux, la salle d'audience et le visage figé de Raymond Crane. J'ai repensé à l'enveloppe sur l'étagère en bois et au seul mot qu'elle contenait, fuis. Gérald Foss, un vieil homme qui avait accumulé de l'argent pendant des années par des moyens dont il savait qu'il finirait par le rattraper, avait laissé un avertissement pour quiconque découvrirait son secret. Et n'avait pas pu se sortir lui-même de cette situation. Cet argent était trop intimement lié à ce qu'il était, à ce qu'il avait construit, à la vie qu'il avait choisie. Mais il avait laissé ce mot, un dernier sursaut d'humanité. Ne te laisse pas piéger comme je me suis laissé piéger. Je n'avais pas fui, mais je ne m'étais pas laissé piéger non plus. J'ai appelé ma sœur depuis le parking. Je lui ai dit que j'avais de grandes nouvelles à lui annoncer, mais que tout allait bien. De son côté, Gloria Crane a été interrogée par les enquêteurs et a refusé de coopérer. Elle n'a pas été poursuivie. La menace qu'elle avait proférée sur mon porche était sérieuse, mais elle n'était pas pénalement qualifiable de façon autonome en l'absence d'autres éléments. Cependant, elle l'avait faite devant moi et j'avais immédiatement noté ses paroles exactes, notes qui avaient été versées au dossier. Ce qu'il est advenu de la vie de Gloria Crane après cela ne me concernait pas. J'ai appris plus tard que le portefeuille immobilier commercial de Raymond Crane était fortement tributaire de financement de projets en cours qui exigeaient de sa part des garanties bancaires et un casier vierge. Sa condamnation et l'amende ont déclenché une série de revers. En l'espace de 6 mois, 3 projets ont perdu leur financement, et 2 associés se sont retirés des affaires en cours. Avant la fin de l'année, la société Crane Développement LLC était dissoute. Ce n'était pas mon œuvre.
C'était la conséquence logique de ses propres choix et du fait qu'il s'était fait prendre. Je n'en tirais aucune satisfaction, si ce n'est le constat pragmatique que les retombées d'une faute dépassent souvent les seules peines prononcées par les tribunaux. J'ai terminé les travaux du 414 du Nord Street en octobre de l'année suivante, presque un an jour pour jour après avoir tapoté pour la première fois ce mur de la salle à manger et entendu ce bruit étrange. Je ne l'ai pas vendu. J'en avais pourtant l'intention, c'était le projet de départ, la rénover, la revendre et passer à autre chose. Mais au fil des mois passés à y travailler, malgré toutes les difficultés, cette maison était devenue autre chose pour moi. Plus seulement un chantier, mais un foyer, mon foyer. Je l'avais mise à nu pour tout reconstruire. Et j'en connaissais chaque recoin avec cette intimité particulière que l'on ressent pour un objet que l'on a restauré de ses propres mains. Le mur de la salle à manger, replâtré et peint d'un ton ivoire chaleureux, ne laissait rien deviner de ce qu'il avait caché. La petite pièce en cèdre avait disparu. Je l'avais ouverte sur la salle à manger, ce qui m'avait permis de gagner une quarantaine de centimètres de profondeur et de donner à la pièce une toute autre ampleur, plus accueillante. J'avais conservé le bois de cèdre odorant des parois pour fabriquer une petite étagère suspendue dans la cuisine, ce qui m'apportait une discrète satisfaction personnelle chaque fois que je la regardais. Grâce aux fonds obtenus, j'ai réalisé plusieurs projets. J'ai d'abord constitué une trésorerie pour relancer mon activité. Je l'ai baptisé Mercé Design, spécialisé dans l'architecture d'intérieur et la rénovation, sans associé, sans clause de non-concurrence et avec mon seul nom dans les statuts. En un an, j'ai eu 4 clients réguliers. En 2 ans, 12. La réputation que j'avais perdue lorsque Dana Whitfield était partie avec notre clientèle n'était pas revenue, j'en avais bâti une autre, différente. J'ai également remboursé l'intégralité du prêt immobilier de ma mère, un projet auquel je pensais depuis 15 ans sans jamais avoir eu les moyens de le concrétiser. Elle a fondu en larmes quand je le lui ai annoncé, et moi aussi. Ma sœur, qui m'envoyait des offres d'emploi d'assistante administrative 2 ans plus tôt, m'a invité à dîner en m'affirmant qu'elle n'avait jamais douté de moi. Je l'ai laissé le croire. Margot, qui était venue de Columbus pour s'asseoir avec moi dans ce restaurant et me dire que j'étais d'une redoutable compétence, a été l'une de mes premières clientes. La rénovation de son appartement a fait l'objet d'un article dans une revue régionale de décoration. C'était ma première parution dans la presse. Il m'arrivait parfois de repenser à Dana Whitfield. Non pas avec cette colère sourde et dévorante qui m'avait habité la première année après la fin de notre association, mais plutôt avec une curiosité neutre. Elle s'était emparée de nos clients, de nos fournisseurs et de notre réputation, et avait passé 2 ans à développer son affaire. De ce que je pouvais en voir de l'extérieur, son site web, son compte Instagram, de rares mentions dans la presse spécialisée, son entreprise tournait correctement, sans plus. Je ne lui voulais pas de mal, mais je ne lui souhaitais pas non plus de réussite particulière. Elle occupait désormais un tiroir scellé, étiqueté et rangé tout en haut de ma mémoire. Parfois, je me souvenais de son existence, mais la plupart du temps, non. Au printemps suivant, Raymond Crane avait vendu sa maison et quitté le comté de Milaven. J'ignore où il s'est installé. La dissolution de sa société était officielle. Son nom apparaissait de temps en temps dans le cadre de l'enquête de l'État sur le réseau de blanchiment d'argent, mais d'après ce que me disait Patricia. Il s'agissait au pire d'un second rôle, un homme qui avait hérité d'un lien avec une activité criminelle sans trop chercher à en comprendre la teneur. Cela n'excusait en rien ses agissements envers moi, mais cela m'aidait à cerner le personnage. La licence d'avocat de Martin Haye a été suspendue pour 18 mois, dans l'attente des conclusions d'une enquête déontologique sur l'implication de son cabinet dans le montage des sociétés écrans. J'ignorais s'il exercerait à nouveau un jour. Patricia Okafor m'a envoyé une bouteille de champagne lors du dénouement de la procédure civile, accompagnée d'un mot tout simple, « Félicitations ». J'ai gardé sa carte, je l'ai encore aujourd'hui. En octobre, la maison de Dunor Street, bordée par ses érables aux teintes flamboyantes, offrait le même spectacle que le premier jour où je l'avais découverte. À ceci près que, cette fois, la balustrade du porche était solide, les fenêtres étaient étincelantes, le jardin était net et une lumière chaleureuse brillait à l'intérieur. Je me suis installé sur les marches du porche un soir d'automne avec un verre de vin, contemplant la rue en réfléchissant à ce que signifie vraiment le fait de repartir à zéro. Ce n'est pas cette vision romancée de la table rase, où l'on efface simplement les épreuves pour basculer directement dans le bonheur. La réalité est plus nuancée, on avance avec le poids de ce que l'on a vécu, on se construit à travers ses expériences et on en ressort grandi, même si ce parcours s'est fait dans la douleur. J'avais acquis une maison pour $100.
J'avais mis la main sur 3 millions de dollars dans une cloison. J'avais fait l'objet de menaces, d'une intrusion chez moi, de mensonges et de manœuvres d'intimidation de la part d'individus bien mieux installés que moi, disposant de fortune et de relations bien plus vastes. Et pourtant, j'étais toujours là. L'érable de l'entrée conservait encore la plupart de ses feuilles, qui brillaient de reflets pourpres dans la lumière déclinante du jour. Je suis resté sur le porche jusqu'à ce que la fraîcheur m'oblige à rentrer. Gérald Foss avait laissé ce seul message, fuis. Je pense qu'il y mettait un sens plus profond que la simple fuite, ne laisse pas la cupidité te perdre comme elle m'a perdu. Je n'avais pas fui, mais je n'avais pas non plus laissé la panique dicter ma conduite. J'avais tout répertorié par écrit, j'avais accordé ma confiance à des professionnels et j'avais géré les difficultés les unes après les autres. C'était là toute la leçon, il ne s'agissait pas d'héroïsme, mais d'une ferme et méthodique volonté de ne pas me laisser dicter ma vie. Et vous, dites-moi, qu'auriez-vous fait? Trouver 3 millions de dollars dans un mur, recevoir un message de menace, voir un inconnu suspect sur votre porche. Auriez-vous fui, caché le secret ou fait face? Laissez-moi vos réponses en commentaire, je lis tout le monde. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. Merci de votre écoute.